certains d'entre nous sont franciliens. Et puis Keta Youn, qui dirige un petit patrimoine immobilier, la SNCF, le deuxième patrimoine après l'État. Quelques 8 millions de mètres carrés, je crois, juste pour la partie tertiaire. Vous pourrez nous décrire un petit peu ce Capharnaüm, non, mais ce chantier baroque, et nous dire un petit peu comment vous l'organisez, pas seulement pour la SNCF, mais aussi pour la vie de la cité, puisque vos emplacements sont à des noyaux de circulation importants, ou appelés à le devenir. Donc voilà, une direction immobilière un peu particulière et d'une certaine ampleur, un aménageur et un investisseur. C'est cette complémentarité qui fera le sel de nos débats. Pour ma part, Pierre-Étienne Laurenceau, fondateur et dirigeant du groupe Leaders League et du magazine Décideur que vous connaissez bien, et donc très heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition du Sommet de l'immobilier. Peut-être pour commencer, Marc, vous avez accepté de répondre sur un petit peu deux axes. Comment les nouveaux usages de l'immobilier bousculent l'immobilier, les valorisations, la géographie de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce casse-tête pour vous et pour le marché, de nouveaux usages vers nouvelles valos? J'ai 5 minutes. Non. De manière évidente, c'est une espèce de la palissade que de dire que les mutations sont rapides. Mais oui, ce qu'on a vu, c'est que le Covid a été vraiment un catalyseur de pas mal de réactions et de tendances. Elle les a accentuées, mises en évidence, mais en général pas créées à soi tout seul. Je m'explique en quelques mots. Ce qui était clair avant, notamment sur la classe d'actifs, qui était relativement stable dans son comportement, qui était le bureau, qui est quand même encore le gros cœur de l'allocation de la plupart des investisseurs institutionnels. On avait, oui, la flexibilité, le besoin de flexibilité, le besoin de centralité était là, etc. Et puis on voyait l'émergence de ces... Pour qui visitent les bureaux régulièrement ou on utilise, les bureaux d'il y a 20 ans ne ressemblent pas du tout aux bureaux même d'avant Covid. Voilà. Et bien cette tendance-là s'est encore accélérée. Ce qu'on voit émerger, le télétravail dans la classe d'actifs du bureau est un événement quand même majeur. En fait, il était naissant, mais ça tracassait dans les entreprises, à savoir si une journée c'était pas un peu trop, etc. Tout ça a été balayé, c'était assez rigolo, y compris et surtout les managers qui tout d'un coup ont découvert qu'eux aussi ils pouvaient s'y mettre et vite. Quand on n'a pas le choix, on se découvre une vocation. Et surtout maintenant il reste que une journée péniblement on passe à 2. Et ça en fait c'est en train de changer la donne. Alors ça change de plusieurs aspects. Le premier, il est qualitatif sur l'aménagement des bureaux. On a tous vu pendant le Covid que fonctionner, produire à distance, c'était faisable. Innover, développer à distance, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Animer un brainstorming d'équipe à distance, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait avec les équipes. Ou pas des gens planqués derrière la caméra, qui ont coupé leur écran et qui participent pas trop? Ouais, alors j'aime pas l'expression de planquer parce que je trouve que quand même l'immense majorité des collaborateurs se sont mis vraiment, ont fourni beaucoup d'efforts et souvent, d'ailleurs pour les plus jeunes d'entre eux, dans des situations personnelles qui n'étaient pas évidentes. Mais il y en a certains qu'on a perdus. Mais les gens qui étaient motivés le sont restés et ont donné beaucoup. Les gens qui ne l'étaient pas, de toute façon, c'était déjà le cas avant. Ah bon, donc voilà. Donc qualitativement, on voit bien que la fonction de production, elle se fait très bien à distance. La fonction quelque part qui repose sur l'échange, elle se fait mal à distance. Donc en fait, immédiatement derrière, ça veut dire que l'aménagement des bureaux est en train de se modifier. Moi, je gère des déménagements internes et puis je négocie la suppression des bureaux individuels. En fait, le discours s'est beaucoup fluidifié. Ah, mais moi, tu comprends, j'ai besoin d'être tranquille parce que je fais des trucs importants. Tu vas chez toi, c'est bon. Et ça, en fait, on voit que ces débats-là... Donc ça accélère l'open space. Ça accélère, en fait, l'open space. Le fait de dire, on explique assez facilement à tout le monde que, oui, le flex office, à partir du moment où tu viens pas tous les jours au bureau, c'est pas la peine d'avoir une place attribuée. Donc ces choses-là se simplifient. Donc en fait, le phénomène s'accélère énormément. Donc il y a plein d'exemples et je pense que tout le monde les a en tête. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la redistribution des cartes majeures. C'est le fait que
il y a un arbitrage qui est en train de se faire à très grande échelle, je commute moins souvent, donc j'accepte que mes trajets soient plus longs parce que je les fais moins fréquemment. Arbitrage basique, individuel. Donc, conséquence pour les bureaux, c'est vrai que... Ça plaît beaucoup à Katayoun, d'ailleurs, SNCF. Oui, mais là, ils sont en concurrence sur le truc. Ça veut dire que l'alpha et l'oméga avant, c'était la connectivité sur le transport intra-urbain. La valeur était drainée par la rapidité de déplacement au sein de l'agglomération. Et demain, ce qui est en train de se dessiner, c'est la reprise d'importance des infrastructures interurbaines. En clair, je vais accepter d'habiter à Rambouillet, à Reims, à Orléans. Et en fait, je vais demander à mon employeur, je vais privilégier des endroits où je vais être assez proche de la gare Grande Ligne. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont en concurrence, là. C'est rigolo. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, par voie de conséquence, et ça nous concerne tous, sur le résidentiel, on voit bien qu'il y a un match qui se dessine fortement. Qui se déplace. Voilà, qui se déplace. Faites baigner tout ça dans les entreprises, dans des recherches d'économie, puisque c'est plus tout à fait le Chief Happiness Officer qui a le haut du pavé, c'est plutôt la recherche d'économie, notamment dans les grandes entreprises. Oui, on a des impacts majeurs sur le marché du bureau. Alors après, ça va s'étaler. Je ne suis pas du tout pessimiste et ça va s'étaler dans le temps. Mais en fait, il ne faut pas regarder le marché du bureau avec un B majuscule. Il faut surtout regarder quel bureau pour quelle entreprise. Je dis souvent, la croissance économique, elle oscille entre 1 et 2% depuis très longtemps. Mais finalement, la classe moyenne n'est pas la classe modale, en d'autres termes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en décélération forte, d'autres en accélération forte. La question, c'est quelle entreprise, quel bureau, quel outil de travail, parce que le bureau est un outil de travail, mettre en face des entreprises qui sont en croissance. C'est ça qui doit nous préoccuper. Et en termes de valorisation, donc comment ça se traduit dans vos choix d'achat ou de cession pour les SCPI et OPCI que vous gérez et autres véhicules? Comment vous arbitrez interurbain, intra-urbain, proximité des gares, autres emplacements? Alors, ça s'arbitre relativement simplement pour les nouvelles acquisitions. Donc ça, oui, le problème toujours, c'est le stock. C'est-à-dire que vous rappeliez les 40 milliards. Alors voilà, donc on ne peut pas les arbitrer. Jacques a dit, on change et puis on va les mettre plus près de la gare. Ça, c'est au Monopoly, c'est pas dans la vraie vie. Zut, voilà. Et donc petit à petit, on va arbitrer des locaux qui n'ont par exemple qu'une desserte voiture, pour aller. Et encore, il faut faire attention parce que dans certaines agglomérations, ça reste la règle et ça le restera pendant un moment. Donc c'est du cas par cas. Il n'y a pas de. Encore une fois, c'est pas le bureau avec un B majuscule, c'est le travail quotidien. Alors on va essayer d'accélérer la rotation de ces actifs. Et là, ça se mélange intimement avec la réflexion. Sur la progression de ces actifs, la restructuration de ces actifs. Voilà. Quel est le coût de restructuration? Ce qui nous amène sur le deuxième sujet qu'on voulait traiter avec vous, le verdissement de l'immobilier, de smart building vers green building. On a vu, petite nouvelle d'hier soir, que Harvard, qui a un endowment de 40 milliards, sortait du pétrole, sortait du gaz, et donc on voit que les gérants d'actifs au sens large, pas seulement immobiliers, sont en train de verdir leur portefeuille à toute vitesse. Vous avez un portefeuille immobilier, vous l'avez rappelé, qui a une certaine viscosité. Comment vous verdissez votre portefeuille sur le vieux? Le neuf, c'est facile, mais sur le vieux, quel est votre plan d'action? Quel est votre discours? Et s'il y en a un, y a-t-il un plan d'action? Alors, mon discours, ça suppose toujours de préciser d'où on parle. Je voudrais préciser quelque chose d'important. Nous ne sommes pas, nous, Amundi, ce n'est pas 40 milliards, c'est nos clients. C'est-à-dire qu'on est investisseur pour compte de tiers. Donc moi, je ne vais pas m'intoxiquer avec 40 milliards, ce n'est pas les miens. Sinon, je ferais autre chose. Vous êtes mandataire pour voilà, compte donc de tiers. On est mandataire, donc on rend des comptes avec ça. Ça veut dire que nous, notre boulot, c'est c'est d'exécuter le mandat pour lequel on nous a confié l'épargne ou les investissements seront institutionnels ou particuliers, peu importe, et puis de donner de la perspective justement à ça. Donc le travail aujourd'hui
Alors, il y a le cas des fonds récents. Là, c'est assez simple, c'est-à-dire que la stratégie, elle contient nativement, écrit sur le paquet dès le départ, qu'on va acheter des immeubles performants ou alors des immeubles dans un état A qu'on va amener dans un état B. Et ça fait partie du business plan, ça fait partie quelque part ça fait partie intégrante de la stratégie. Le plus compliqué, c'est les fonds, c'est les patrimoines existants sur lesquels on doit faire évoluer. D'ailleurs, après, si on regarde de près, l'enjeu, c'est quand même là qu'il se situe. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 2% de performants ou de faire croître de 2% sur 98% du stock ? On a tous la réponse. Le calcul, il est simple. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui nous préoccupe, c'est comment exécuter. Alors, je ne suis pas dans le net zéro, je suis déjà dans le décret tertiaire. Comment exécuter proprement cette transition sans bouleverser le modèle économique, en restant compliant avec les délais imposés et avec les contraintes économiques du moment. Et il y a quelque chose qui est compliqué, qui est de dire comment répartit-on l'effort financier qu'il faudra faire entre la meilleure utilisation, donc ça c'est plutôt le locataire, entre les CAPEX, donc les travaux, ça c'est plutôt côté investisseur, voire et d'autres acteurs, des fournisseurs. Il y a une multiplicité d'acteurs. Il y a une très très grande diversité de situations individuelles des immeubles. Il y a une difficulté chronique dans nos métiers à disposer d'une information fiable. On vient à peine d'avoir des consommations d'énergie consolidées par immeuble. C'est très difficile d'homogénéiser ça et de traduire ça en plan d'action. Tout ça pour dire, et je fais le lien avec la première chose, c'est que nous, notre axe principal, je crois que ce qu'il faut faire, on voit à peu près dans les grandes mailles, mais aujourd'hui, il faut le transformer en quelque chose d'opérable, du process. Alors, ce n'est pas très grandiloquent, mais il faut arriver à dire à nos chers investisseurs, voilà, ça va coûter tant et en combien de temps. Moi, c'est mon obsession en ce moment. C'est-à-dire, je dis aux équipes, il y a un vide sidéral sur le marché, personne n'est capable de dire combien ça coûte. Et pire que tout, est en train d'apparaître des chiffres qui ne sortent d'on ne sait où, qui sont en train d'effrayer tout le monde. Voilà. Donc là, de ce côté-là, nous, notre obsession, c'est de structurer cette discussion pour parvenir à un moment que j'espère pas lointain, je pense qu'on va y arriver d'ici 18 mois, à dire, OK, combien de temps ? En combien de temps on l'amortit ? Combien ? Alors justement, sur ces chiffres, on entend du 20 € le mètre carré si on met juste des capteurs, à 12 000 € le mètre carré si on change toutes les chaudières, toutes les fenêtres, tous les systèmes. Vous, est-ce que vous pouvez faire une sorte de fourchette ou pas entre le prix d'un actif et s'il n'y a pas de fourchette, quels sont les drivers et comment vous allez étaler cet investissement dans le temps ? Aujourd'hui, il y a les étapes du décret tertiaire, ça c'est à peu près connu, mais aujourd'hui, je suis incapable, c'est toujours le problème de dire, je suis incapable de donner une moyenne, et par contre, je suis certain que la moyenne n'aura pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a ce dont on s'aperçoit quand on regarde les patrimoines, c'est qu'il y a une telle variabilité des situations que la moyenne n'a aucun sens. Donc ça se fait à l'immeuble, et après, on arrivera plus à le consolider qu'à le moyenner. Voilà. Maintenant, chaque décision de travaux va être individuellement une décision d'investissement. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est si vous divisez pour aller faire progresser d'une manière énergétique un immeuble, si vous divisez les économies d'énergie qu'on fait par les travaux qu'il faut réaliser pour les faire, il n'y a pas de modèle économique. On ne gagne pas, on perd quand même. Non, c'est divergent, quoi. Voilà. Donc c'est un point de perspective, mais il n'y a pas de période de. Enfin, j'exagère un peu. Ça met trop longtemps. Mais ça met trop longtemps. Voilà. Ce qui fait la valeur là-dessus, c'est que finalement, quand je vais rénover mon immeuble, je vais retrouver une cible de locataire, je vais redonner une liquidité, une valeur à mon immeuble, et c'est beaucoup plus la compression du taux ou son maintien d'un immeuble qui ne fait pas de sortie de route de son marché, qui va créer et défendre la valeur. Voilà. Donc en fait, on va passer au peigne des immeubles. Quels sont les immeubles dans lesquels il y a une bonne élasticité des loyers en face des travaux qu'il faut faire ? Et quels sont les immeubles qui n'ont aucune, dont l'électroencéphalogramme des loyers est plat, et donc on n'aura pas de réaction à ce stimulus-là. Donc on va essayer de sortir et de sélectionner les efforts de travaux pour les concentrer aux endroits rentables.
D'accord. Les autres pourront être arbitrés au moment des sorties. Arbitrés, avec des gens qui ont peut-être des préoccupations un peu moins complayantes. Pourquoi pas? Moi, je crois profondément qu'une partie de la solution va aussi sur des changements d'usage des bâtiments. D'accord. Voilà. Tout le monde tourne autour du sujet en disant oui, on voudrait faire du vert, mais détruire, c'est pas très bien. Mais je pense qu'on n'aura pas tellement. Enfin, il y aura un certain nombre d'endroits où on n'aura pas le choix. Parce que il faudra arbitrer entre deux contraintes écologiques qui est que détruire et refaire, c'est pas génial d'un point de vue purement énergétique, mais étendre la ville à l'infini, c'est pas génial non plus. Donc il faudra à un moment, il faut faire de la ville sur la ville. Hein. Ça, je pense que je prêche un convaincu. Alors, un mot de conclusion, je passe la parole à Stéphane sur ce verdissement. Vous êtes donc plutôt pessimiste. En tout cas, c'est le gros chantier des 10 prochaines années pour vous? Oui, c'est probable. Enfin, il y a toujours pas mal d'enjeux qui vont s'entrecroiser. Si c'était le seul, la vie serait presque simple. Mais c'est un très gros changement. C'est aujourd'hui. C'était une préoccupation de grands investisseurs et de grands locataires et de grands utilisateurs. On voit très bien que ça infuse aujourd'hui dans la société. C'est une très bonne chose. Mais je reviens, et c'est presque vous allez dire que je suis la pro des idées fixes, mais c'est notre travail, nous, d'asset manager pour compte de tiers, c'est de donner de la visibilité à ça et d'arriver à l'expliquer, à le quantifier le plus tôt possible. Et c'est ça c'est un des plus gros enjeux. Et si possible, sans que la performance, puisque vos SCPI et OPCI sont arbitrés avec d'autres actifs, n'en souffre trop. Moi, j'ai la conviction que c'est absorbable, parce qu'on a du temps, on a des patrimoines relativement récents, donc je ne pense pas qu'il y ait de bouleversement, je ne crois pas à un bouleversement du modèle économique. Par contre, maintenant, j'ai utilisé un mot qui s'appelle « je crois ». Mais maintenant, il faut le démontrer. Il faut le faire et il faut le démontrer. Merci beaucoup pour ce témoignage. Stéphane, donc à cheval entre aménageur et sociologue, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'abord de votre rôle et du patrimoine que vous avez en charge, voilà, et puis nous aider un petit peu pour voir la mutation du Grand Paris et les forces qui structurent ce changement. Alors, merci beaucoup. Peut-être juste pour présenter Grand Paris Aménagement en peu de mots. Nous sommes un aménageur d'État qui va bientôt fêter ses 65 ans, donc on commence à être assez ancien sur le territoire. Aujourd'hui, nous opérons une soixantaine d'opérations d'aménagement en Île-de-France, dans toute l'Île-de-France. Ça va de la première couronne, la deuxième couronne, mais même les territoires ruraux de l'Île-de-France, sur des petites villes comme Nangy, comme Nemours, donc des choses où parfois vous savez peut-être même pas où c'est sur la carte. Je confirme. Et qui sont d'ailleurs des territoires assez intéressants, j'y reviendrai un petit peu. Aujourd'hui, nous opérons, donc nous sommes des aménageurs, donc sur 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en aménagement par an, et avec un pipe de projets sécurisé de 3 milliards d'euros, en croissance pour l'année à venir d'à peu près 1 milliard d'euros. Ce qui est tout de suite l'occasion pour moi de battre en brèche une petite musique qu'on entend beaucoup sur les maires veulent plus construire, les maires veulent plus ci, veulent plus ça. C'est pas tout à fait ce qu'on constate nous aujourd'hui. Rien que sur les 6 derniers mois, on a entré à peu près 490 hectares d'opérations nouvelles. Donc vous voyez que c'est compliqué, mais ça existe. Ça existe. Et en réalité, finalement, on est plus face à des élus qui constatent que nous sommes avec des changements sociétaux assez profonds en cours et qui ont besoin en fait de réponses tout simplement à ça avant de se jeter tête baissée dans telle ou telle stratégie. On n'est pas et même si je partage tout à fait ce que disait Marc sur le fait que le Covid n'est pas autre chose qu'un accélérateur de tendance, toujours est-il que quand on parle d'aménagement, et c'est vrai en fait quand on parle d'immobilier, ce qui sont des tendances qui s'accélèrent aujourd'hui, en fait, à l'échelle de la vie d'un immeuble ou d'un quartier, ce sont des révolutions quand même. Donc ne sous-estimons quand même pas dans nos manières de faire. C'est à cheval entre l'évolution et la révolution. Oui, c'est lent, donc on peut ne pas voir venir, mais en même temps, les claques peuvent être assez profondes. Et j'y reviendrai notamment sur les questions environnementales. Quel est donc votre cahier de tendance ? Alors, peut-être juste avant de passer au cahier de tendance, regardez un tout petit peu dans le rétroviseur sur les 10 dernières années et ce qu'a induit le Grand Paris. Parce que
On peut être dans des périodes où parfois on a un peu la sinistrose, on parle de l'effondrement des espèces, on parle des transformations de notre climat, et ce sont des réalités, hein, c'est pas, mais en même temps on se rend compte aussi que l'homme, nous tous, nous avons une capacité d'influer sur les choses. Et c'est même un moteur de notre action. Quand on regarde le Grand Paris en 2010, c'était des mots dans une loi, c'était un concept assez vague, pas grand monde savait de quoi on parlait. Globalement, Grand Paris en 2010, c'était 3 sujets. C'était d'abord des projets de territoire, avant de parler de transport. Avec un sujet qui reste totalement d'actualité, c'est comment est-ce qu'on rend nos territoires désirables. Et nos territoires, c'est pas uniquement Paris intramuros. Je dis souvent, comment est-ce qu'on fait en sorte que notre rêve à tous, demain, ça soit d'habiter Évry-Courcouronnes. Le désir, l'émotion. Voilà. Et ça veut dire compléter les territoires, travailler leur structure, leur offre de services, hein, tout simplement. Le deuxième sujet majeur, ce sont les transports. Aujourd'hui, alors, bien sûr, on annonce un certain nombre de retards sur les livraisons de gare. C'est vrai. Mais mettons-nous à l'échelle quand même. Aujourd'hui, on est sur des trajectoires où en 2025, c'est-à-dire demain, on va avoir un réseau de 200 km, c'est-à-dire le doublement du réseau de métro parisien qui va être livré. Et il n'y a pas que ce changement structurel-là, parce que derrière, il y a 2 autres travaux de lourds. Un que mène la SNCF sur les transports du quotidien, et notamment sur tous les réseaux RER, avec des investissements massifs pour en améliorer la fréquence, la qualité de service en réalité. Et puis un sur la création d'infrastructures nouvelles, notamment en tramway et en trambus, où là aussi c'est quasiment 200 km de réseau supplémentaire. Donc en réalité, on est à la veille d'un changement radical de la géographie perçue par les citoyens de l'Île-de-France. Et je vous invite les uns et les autres, notamment les acteurs du monde de l'investissement, dans vos décisions d'investissement, à regarder la cartographie que ça génère et à regarder notamment par rapport au bassin de recrutement que génère chacun de ces points, parce que c'est ça le vrai sujet, et y compris les questions, parce que je partage tout à fait ce que disait Marc sur les interconnexions avec les transports les plus structurants, notamment les gares SNCF, avec une politique d'ailleurs des gares SNCF qui s'est aussi éloignée du seul centre-ville de Paris. Quand on voit le fonctionnement de gares comme Massy, quand on voit les projets de gares nouvelles éventuellement en extérieur à Paris, on voit qu'il y a quand même des choses assez en capacité de changer la géographie. Et puis, dernière chose, il y a 10 ans, on construisait 40 000 logements par an. L'objectif qui avait été fixé, c'était de passer à 70 000. Et cet objectif, on l'a atteint. On l'a atteint en 2019. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en dessous. Et il y a une panne dont je n'entrerai pas dans le détail. Je pense que vous connaissez tous ces racines. Mais même avec la panne de construction qu'on a aujourd'hui, on est sur des tendances qui sont beaucoup plus dynamiques que ce qui se passait il y a 10 ans. Donc c'est 70% de hausse à la louche. 40 ou 70. Tout à fait. Donc en fait, on est quand même dans une situation, certes, qui n'est pas idyllique, mais en tout cas, il y a eu une transformation radicale des actions. Après, il y a un troisième chantier, celui de la gouvernance, mais là, je n'entrerai pas dans le débat. D'accord. Donc Nicolas Sarkozy n'avait pas que des défauts. Il se passe quelque chose sur le Grand Paris. Et deuxièmement, la gouvernance, il reste du travail. Ça dépasse tel ou tel homme. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé réellement, c'est que à la fois les élus, mais la société civile de façon générale et les entreprises se sont saisis du sujet. Et c'est ça qui est transformationnel en réalité. Plus que l'action de tel ou tel. Chacun à notre échelle, nous avons une influence, il ne faut pas la négliger, mais elle n'est que modeste. C'est notre action collective et le fait d'aligner nos actions. Et c'est peut-être ça qu'a réussi à faire le Grand Paris dans un territoire qui est quand même très, très, très compliqué en termes de gouvernance. Alors, je suis d'accord avec vous, mais il fallait quand même impulser les choses. Tout à fait. Et puis on verra si demain Marseille est en grand. Et apparemment, ça, c'est lancé. Tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir des dynamiques transformationnelles aussi très très fortes. J'ai passé quelques années ces derniers temps à Bordeaux. Regardons le Bordeaux de 1995 quand Alain Juppé arrive. Regardons son projet de mandature qu'il a achevé à son départ.
ça a vraiment transformé les choses et ça a transformé radicalement l'attractivité d'un territoire. Mais on pourrait parler de Jean-Marc Ayrault, on pourrait parler des différents maires de Lyon successifs. Il y a encore des maires, voire des présidents bâtisseurs. Bien sûr. Et alors peut-être sur la désirabilité du Grand Paris. Alors là-dessus, moi ce que je constate, c'est que, je disais, on est sur des évolutions, mais qui sont quand même, qui portent en germe des révolutions. Et moi je vois plusieurs tendances de fond qui ont été accélérées par le Covid. Le premier, c'est une augmentation très puissante du désir de proximité et qui lui est tout à fait associé du désir de sécurité. Donner un chiffre, moi, qui m'a beaucoup presque heurté, je dirais, mais c'est une réalité, c'est que suite au Covid, 60% des Français, on est plutôt hors Île-de-France en réalité qu'en Île-de-France, considèrent que leur voiture est un des lieux de sécurité principaux pour eux. C'est-à-dire que c'est quasiment un deuxième chez eux. C'est assez particulier à un moment où on parle de décarboner les transports, etc. Donc il y a une espèce de peur en fait d'autres modes de transport qui peinent à revenir. C'est peut-être une stat très année Covid. Tout à fait. Il va falloir voir si c'est temps long ou pas. Mais on voit aussi des tendances qui sont inquiétantes. Par exemple sur l'appropriation de son logement par les Français. Entre les années 70 et 2013. Vous voulez dire son logement de travail? Non, logement personnel. Vraiment. Ah oui. Avec le télétravail, je disais le logement de travail au sens humoristique. Mais jusqu'en 2013, donc il n'y a pas très très longtemps, le pourcentage de Français qui étaient très satisfaits du logement qu'ils habitaient n'a cessé d'augmenter, jusqu'à culminer à 83%. Ce qui est quand même un bon chiffre hein, sur un bien qu'on critique de temps en temps. Et depuis 2013, il ne cesse de descendre. Donc ce n'est pas encore un effondrement, mais ça montre bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Qui sont soit dans la manière de construire, soit dans les besoins essentiels qu'on veut satisfaire au travers de son logement. Et on est passé de 83 à... On est aujourd'hui à 78. Donc ce n'est pas un effondrement, mais la tendance est vraiment inversée. Et on voit qu'elle est continue. Ce sont des chiffres du Credoc sur des études qui font de manière très récurrente depuis plus de 45 ans. Donc en plus, on a de la donnée profonde. Donc le déménagement est proche. Le déménagement, ou en tout cas, effectivement, le désir d'autre chose que simplement une pendularité, simplement, parce que c'est tout ça aussi qu'on voit là-dedans. Et de ce point de vue-là, le travail hybride est une fantastique opportunité de refaire vivre des petits territoires, tout simplement parce que les gens vont davantage habiter là où ils dorment. Et ça, c'est une chance pour le commerce de proximité, pour la soutenabilité d'un certain nombre de services. Et ça renvoie aussi à une géographie, notamment du retail, qui va se transformer, enfin, là aussi, hein, qui n'a pas attendu dans ces inputs majeurs le Covid pour ça, mais on voit bien des accélérations. Et nous, on travaille aujourd'hui avec plusieurs opérateurs dans ce domaine pour transformer des centres commerciaux de périphérie qui ont été absorbés par la ville en quartiers. Et en quartier commerçant, hein, il ne s'agit pas de mettre dehors le commerce, on en a besoin. Deuxième changement important que je vois, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une inconnue sur de quoi demain sera fait. Je pense que le Covid nous a révélé à quel point nos modèles bien calibrés, et Marc le disait pas mal, en fait, ils ne sont pas éternels. Et ça renvoie quand même à une vraie question, qui est, quand on est aménageur, mais quand on construit de l'immobilier, c'est exactement la même chose, on construit pour quand? Parce que la question de la transformation, de l'adaptabilité des bureaux, par exemple, aujourd'hui, mais c'est vrai des logements, c'est vrai de toutes les autres classes d'actifs, qu'on vit aujourd'hui plus ou moins bien, en fait, elle va se poser dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, sur des paradigmes qu'on ne connaît pas. Certains sociologues, je ne suis pas capable de dire si c'est juste ou pas comme analyse, mais certains sociologues sont en train d'analyser de façon très très sérieuse le fait que, par exemple, l'existence même du bureau est une parenthèse dans l'histoire du travail. Tout simplement parce que le fait de travailler avec un écran, ça n'a aucun intérêt, et donc plaide pour des mouvements de sortie même de cette classe d'actifs purement et simplement. Le retour au champ. Non, peut-être pas au champ, mais à d'autres modes de travail qui permettent, y compris la collaboration et la créativité, mais dans d'autres cadres physiques que l'objet bureau. Et ça, je pense que c'est une
profonde invitation à la fois à travailler sur la déspécialisation de l'immobilier que nous produisons, c'est-à-dire en fait sa capacité à absorber d'autres usages que ceux pour lesquels nous les avons conçus. Ce qui est un changement de paradigme radical, en réalité, y compris législatif, hein, c'est pas que technique. Les écoles d'architectes vont devoir revoir leur cursus. Oui, et notamment oublier Corbusier, peut-être. Et puis, une question aussi de l'intensification des usages, c'est très lié, notamment des usages dans le temps. Et puis peut-être pour terminer, le troisième changement que je vois et qui est assez majeur, c'est l'impérieuse nécessité de s'adapter au changement climatique. Je ne dis pas de limiter notre impact sur le changement climatique. Ça, il faut le faire. Mais en fait, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la bataille du 1,5 degré, elle est perdue. Voilà. Aujourd'hui, on est déjà à 1,3 degré irréversible en termes de réchauffement climatique. Est-ce qu'on gagnera la bataille des 2 degrés? Si on est tout à fait honnête aujourd'hui, rien ne nous laisse le présager. Donc la question, elle n'est pas de se dire simplement on diminue notre empreinte, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ce qu'on est en train de produire aujourd'hui soit adapté à un monde sur un climat de 2050 à plus de degrés, voire à plus de 2,5 degrés. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas encore intégré dans la conception initiale. Et je pense que c'est un challenge qui est beaucoup plus important que de diminuer encore d'un demi% la performance énergétique de cette construction initiale. Parce que là aussi, je partage à 100%, le parc existant est le vrai sujet. Là-dessus, beaucoup plus que là. On est déjà sur des bâtiments ultra performants, même quand on est, entre guillemets, moins performant que le top. Merci pour ce témoignage. Ketayoun, alors vous avez un parc immobilier gigantesque, relativement complexe, et puis surtout vous avez 3 missions pas toujours compatibles qu'il faut arbitrer ou synthétiser, et quelques valeurs dans la gestion de votre parc immobilier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ces 3 missions et puis surtout les valeurs qui vous servent de principe directeur dans la gestion immobilière? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, SNCF Immobilier assure principalement 3 grandes missions. Une première grande mission, comme tous les grands groupes, comme Amundi, nous gérons, entretenons, exploitons et rénovons l'outil de production de nos équipes, qu'ils soient à vocation industrielle, ferroviaire ou tertiaire. Et donc à ce titre, on assure la gestion de 8 millions de mètres carrés de bureaux, avec les mêmes, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, évidemment, avec les mêmes objectifs d'améliorer l'efficacité énergétique. Évidemment, on est soumis au décret tertiaire, nous aussi, mais on a pris l'engagement d'aller au-delà de l'objectif de réduire de 40% nos consommations énergétiques. On a décidé, on s'est fixé comme objectif d'ici 10 ans de réduire de 50% l'empreinte carbone de tous nos bâtiments, ce qui est un objectif quand même très ambitieux compte tenu de l'ancienneté aussi de nos bâtiments, dont certains datent de la fin du 19e siècle. Voilà, alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit aussi, évidemment que le télétravail, c'est un phénomène de société, une lame de fond qui traverse aujourd'hui l'ensemble des grands groupes, qu'à ce titre, le groupe SNCF a engagé la généralisation de la flexibilisation de nos bureaux, ce qui est aussi là une véritable révolution, hein, il faut bien le reconnaître. Donc on a engagé des schémas directeurs tertiaires sur l'ensemble du territoire avec l'objectif de réduire de 30% notre emprise tertiaire. Ce qui représente des économies non négligeables aussi, ça a été dit par Marc. Pour le groupe SNCF, on a à peu près 200 millions d'euros de prise à bail annuelle. Donc réduire de 30%, ça fait 70 millions d'euros d'économies hors charges, hors taxes. Donc après, quand vous rajoutez la fiscalité, les charges et tout le reste, ça fait à peu près le double, 150 millions d'euros, on va dire, d'économies par an escomptées. Voilà pour dresser les grandes lignes. Alors peut-être quand même sur le télétravail, c'est vrai que c'est vraiment un phénomène de société, de fond, et comme le groupe SNCF a toujours accompagné la société française en tant qu'entreprise publique dans ces transformations, on est évidemment en train de travailler à la mise en place de tiers-lieux, d'espaces de coworking, à la fois pour nos propres salariés, mais aussi pour l'ensemble des Français. Et ça rejoint d'ailleurs toute la réflexion sur la revitalisation aussi de certains territoires, comment proposer à l'ensemble des Français des tiers-lieux qui leur permettront de pouvoir travailler soit
en zone urbaine dense, parce que malheureusement tout le monde ne dispose pas de logements très, très confortables ou en tout cas en superficie suffisante pour pouvoir télétravailler depuis chez lui, mais en même temps il préfère réduire les temps de transport. Donc comment proposer ce type d'espace en zone urbaine, mais aussi comment proposer ce type d'espace de tiers-lieux de travail en zone plus rurale. Parce qu'il y a aussi des problématiques, même si les surfaces, les coûts des loyers et du foncier sont moindres, il y a quand même des problématiques de connexion. Et comme la SNCF a eu la bonne idée de fibrer le long de 20 000 km de voies, nous disposons d'un patrimoine foncier immobilier qui nous permet de mettre à disposition de l'ensemble de nos concitoyens des tiers-lieux extrêmement bien desservis par la fibre. Donc voilà, ça c'est la première mission. Deuxième mission de SNCF Immobilier qui résulte de l'héritage, j'allais dire, du groupe SNCF qui, en tant qu'employeur, s'est toujours beaucoup soucié du logement de ses cheminots. On dispose d'un parc locatif de 100 000 logements dont nous assurons la gestion avec une très forte mobilisation de notre foncier en faveur de la construction de logements, puisque à travers notre filiale, le groupe ICF Habitat, nous avons pris l'engagement dans les 10 ans d'investir 4,5 milliards d'euros pour construire 18 000 logements neufs et rénover 17 000 logements. Voilà, et nous avons signé aussi avec la ministre du Logement. Des petites sommes, 4 milliards. Voilà, mais sur 10 ans quand même. Et donc pour revenir effectivement aux chiffres que Stéphane donnait tout à l'heure sur le nombre de logements, effectivement, on va quand même contribuer à rajouter quelques dizaines de milliers de logements, on l'espère, dans les quelques années qui viennent. Et ça m'amène à la troisième mission de SNCF Immobilier, qui consiste à valoriser le foncier qui n'est plus strictement nécessaire aux activités ferroviaires. Et là, on rejoint la tendance de la sobriété qui est recherchée par tous les acteurs de la fabrique urbaine que nous sommes, les uns et les autres. On essaye de optimiser l'occupation que nous avons de notre foncier, puisque parfois on avait pris un petit peu nos aises sur ce foncier, et donc en optimisant, on arrive à dégager pas mal de foncier qui a en plus le mérite d'être déjà artificialisé, donc ça va vraiment dans le sens du zéro artificialisation nette. On arrive à dégager du foncier, souvent extrêmement bien situé, en plein cœur de ville, à côté de gares, et donc à transformer ce foncier en quartier mixte, agréable à vivre, comportant des commerces, du bureau, des logements, des services innovants, de l'agriculture urbaine, de la logistique urbaine, enfin voilà. Le désir de proximité affiché. Absolument. Et alors, pour décliner quand même cette dernière mission qui est effectivement aussi la plus transverse, la plus ouverte, qui est une mission aussi d'aménagement, puisqu'on a une filiale d'aménagement espace ferroviaire qui réalise aussi de la copromotion d'ailleurs. On essaye vraiment de transformer ces quartiers en une ville que nous souhaitons la plus sobre possible, évidemment, mais aussi la plus résiliente, la plus solidaire et inclusive. Et donc, je reviens peut-être sur ce qui a été dit. Alors, la sobriété, vous la connaissez tous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On essaye tous de fabriquer des quartiers bas carbone. Mais sur le volet de la résilience, j'insiste là-dessus, puisque la question, effectivement, de la réversibilité, de l'hybridation a été évoquée. On a une multitude d'expérimentations. Nous, on a, par exemple, dans le quartier de la Chapelle internationale, on a livré ce qu'on appelle des SO, Small Office, Home Office, avec des espaces, justement, qui mélangent des espaces de travail et du logement dans un même espace de vie. On essaye de prévoir, d'anticiper la réversibilité de nos immeubles à chaque fois que c'est possible. Et on essaye aussi de travailler sur des expérimentations un peu innovantes, notamment, par exemple, je citais juste un exemple que l'on développe avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec la Banque des Territoires et notre filiale ICF Habitat, qui s'appelle Toit temporaire urbain, qui sont, donc c'est à travers en plus un marché de partenariat d'innovation qui est quand même très innovant, puisque c'est la première fois qu'on utilise ce type de contrat dans le domaine du code de la construction et de l'habitation. On innove vraiment à tout point de vue, qui consiste à créer des espaces
d'hébergement qui soient modulables, démontables et réutilisables, qui pourront servir à plusieurs types de prescripteurs, qu'il s'agisse de bailleurs sociaux, de collectivités, d'associations ou d'entreprises qui voudraient y loger des salariés. Voilà, donc on essaye vraiment d'expérimenter cette réversibilité aussi des usages qui nous semble très, très intéressant. Ce que vous appelez l'urbanisme de transition. Alors voilà, et puis dans l'urbanisme de transition, on développe beaucoup de projets qui vont dans le sens d'une ville qui soit plus inclusive et plus solidaire, avec des usages aussi qu'on essaye de tester. Je prends un exemple là encore, parce que parfois les exemples valent mieux que de longs discours. Un exemple dans l'ancienne gare de Lunel à côté de Montpellier, qui est une gare désormais désaffectée. On a installé une permanence architecturale qui va tester avec la société civile, avec les citoyens, parce que là aussi, pour revenir sur les évolutions de la société, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment intérêt à construire la ville avec les populations qui y vivent. Donc on va tester les usages pour définir la programmation de cette future gare, enfin de ce que deviendra cette ancienne gare plutôt, avec la population. On va tester différents usages, différents types d'occupation, et on verra ensuite ce qui semble le plus adapté à cet écosystème très local. Donc, pour conclure, puisque je me fais cribler de SMS pour me dire que je fais pas bien mon travail de modération du temps, une SNCF Startup Nation qui expérimente, ça fait plaisir, et qui essaie d'être toujours plus verte. Donc, bleu, blanc, rouge, mais toujours plus verte. Je crois que la formule était de vous lors de la préparation. La formule est dans la nouvelle campagne publicitaire, la nouvelle signature du groupe SNCF. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film. Je vous invite à aller voir le film parce qu'il est vraiment très, très bien fait, avec sur fond d'un slam qui accompagne tout le film. Et la nouvelle signature, c'est SNCF pour nous tous. D'accord, donc toujours plus verte. Merci à tous. Désolé pour ne pas avoir la place à des questions, mais il paraît que vos estomacs ont faim, et donc je vous invite tous à aller vers le déjeuner, et je vous l'espère, un trophée d'or plutôt que d'argent pour ceux qui sont nominés tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous.